Bonjour et bienvenue à cette entrevue carnet de bord dans le cadre du Salon du livre de la péninsule acadienne. Carnet de bord, parcours, accomplissements et points de vue de personnalités acadiennes. Je suis ici avec Marguerite Maillet. Bonjour Marguerite. Bonjour Marie. Marguerite est une auteure, anciennement éditrice, cofondatrice des éditions Bouton d'Or Acadie avec Judith Hamel, professeure et historienne spécialisée en littérature acadienne et littérature jeunesse. Vous êtes née le 17 mars 1924 à Saint-Norbert de Kent. Vous avez écrit Histoire de la littérature acadienne de rêve en rêve, publié en 1983 aux éditions d'Acadie, qui vous a valu beaucoup d'invitations à donner des conférences et enseigner partout dans le monde, d'abord à Sackville, mais aussi en Belgique, à Poitiers et au New Mexico aux États-Unis. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Et moi de même. Merci d'être à cette invitation. On va commencer par parler un petit peu de votre parcours d'enseignante et de religieuse. Quand on regarde votre CV, la liste de vos accomplissements, on voit que dans votre vie, il y a eu 3 grandes passions qui forment comme 3 mouvements dans votre vie. D'abord l'enseignement, mais aussi la religion au même moment, et puis la littérature évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous viennent ces 3 passions? Oui. Mon désir d'être enseignante me vient de ma petite enfance. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école, entre première et 8e année. Ça vient de maman. Tous les jours, quand j'arrivais de l'école, pendant qu'elle séparait le lait dans son séparateur, séparait le lait de la crème dans son séparateur, elle me disait, « Marguerite, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? » Et moi, je répondais, « La maîtresse a demandé », et je disais tout ce que la maîtresse a demandé. J'avais une très bonne mémoire. Et ensuite, je disais tout ce que j'avais répondu. C'est de là qu'est venue ma passion pour enseigner. Je jouais à la maîtresse d'école avec maman. C'est une bonne manière de commencer à s'entraîner, c'est oui, sûr. Elle était pédagogue, maman. Et puis, elle vous écoutait. Ah, elle m'écoutait, oh oui, oh oui. Puis elle a dû faire ça avec tous ses enfants. Ouais. Et vous étiez combien d'enfants? 13. Ouais. Ça en prend de la patience et de l'amour aussi. Oui, sûrement. Et alors, qu'est-ce qu'il y en est pour la religion et la littérature? Mon désir d'être religieuse est venu très tôt aussi, quand j'étais jeune. Mon père avait 3 sœurs qui étaient religieuses, 2 sœurs de cette famille, une Notre-Dame du Sacré-Cœur, puis on les voyait souvent. Puis moi, je les admirais. Je trouvais ça très beau ce qu'elles faisaient, elles nous racontaient ce qu'elles faisaient. Puis, c'est curieux, mais j'ai dû décider très jeune que je serais religieuse. Parce que les sœurs nous disaient, priez pour connaître votre vocation. J'ai jamais prié pour connaître ma vocation. Je priais pour avoir le courage de suivre ma vocation. C'est curieux. Ouais. C'est passionnant aussi. C'est passionnant, oui, oui. Puis pourquoi je priais pour avoir le courage? C'est parce que je savais que si j'entrais religieuse, j'aurais jamais d'enfant. Ça, c'était mon sacrifice. Ouais. Mais j'allais y aller quand même. Ouais. Et donc, vous êtes devenue religieuse. Oui. Et puis, parallèlement à cette vie de religieuse, vous avez fait des études de littérature. Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'il y a... Cette passion-là me viendra pour la littérature, me viendra plus tard, parce que à l'école, on n'avait pas beaucoup de livres, etc. Alors, je ne pouvais pas être passionnée. Mais quand je suis allée à l'école au secondaire, j'avais une enseignante qui nous a étudié les morceaux choisis, puis elle nous faisait remarquer les figures de style, le choix des mots. Je trouvais ça tellement beau, tellement beau. Puis ensuite, pendant les mêmes années, on nous a parlé de Lord Durham et de Victor Hugo. Puis ces 2 phrases qui m'ont marqué toute ma vie, donc presque tout ce que j'ai fait. Ça m'a hanté, ces phrases-là. Et on avait demandé à Lord Durham de venir au Canada étudier l'union possible ou la désunion, qu'est-ce qui se passait entre l'Ontario, le Haut et le Bas-Canada, l'Ontario et le Québec. Puis Lord Durham avait écrit dans son rapport, là je vais paraphraser, là, il n'y a pas à vous inquiéter, les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans histoire.
ils s'assimileront d'eux-mêmes. Ils seront pas assez fiers pour résister à l'assimilation. Alors moi, ça me frappait. Je pensais un peuple qui est sans histoire, ou bien qui croit être sans histoire. Ça, c'est les Acadiens. On pense qu'on n'a pas d'histoire parce qu'elle n'est pas écrite, puis on n'a pas de littérature. Alors, c'est ce qui m'a forcé ou qui m'a poussé à écrire les 2 livres sur montrer par l'anthologie qu'on avait une histoire de littérature, des textes qui venaient de loin, et par l'autre, l'histoire de la littérature acadienne, qu'on pouvait être fier de ce qu'on était. On avait notre littérature, notre histoire aussi, parce que l'histoire de la littérature parle de la littérature, mais de l'histoire acadienne tout autant. Ouais. Oui, si j'ai l'autre, ça c'était pour Durham, si j'ai persévéré aussi dans certains trucs, c'est parce que j'étais hantée par la phrase de Victor Hugo. Il disait, qu'est-ce qu'est le genre humain? Le genre humain est un liseur. Il a longtemps éplé, il épelle toujours, bientôt il lira. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Bientôt, il deviendra un lecteur, ça voulait dire. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fondé Bouton d'Or Acadie. Et on a... Oui, afin de donner à nos jeunes Acadiens des livres écrits pour eux, puis pour les leurs, pour qu'ils soient fiers de cette littérature-là et qu'ils apprennent non seulement à lire, mais non seulement à écrire, mais à lire et lire beaucoup, qui deviennent des lecteurs, en d'autres mots. Et vous en avez fait beaucoup de lecteurs. On aura la chance de reparler un petit peu de Bouton d'Or Acadie plus tard. Oui. J'aimerais revenir un petit peu sur vos études secondaires. Vous avez fait vos études secondaires au couvent de Bouctouche. Puis ensuite, vous avez fait votre cours classique et l'école normale à Saint-Joseph de Memramcook. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces années d'études? Donc, vous nous avez parlé de Lord Durham et puis de cette phrase de Victor Hugo, mais qu'est-ce qui sont les autres choses qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu? Oui. Bon, pour mes études secondaires, sauf les étudiants de Sainte-Marie de Kent, où on enseignait la 9e à la 11e année, les jeunes du comté de Kent, s'ils voulaient continuer à apprendre, devaient aller au couvent de Bouctouche. Et je me rappelle très bien que les curés nous encourageaient à continuer nos études partout dans le comté de Kent. Alors, un était venu dire à papa, vous devriez envoyer votre fille au couvent de Bouctouche, elle a fini ses études. Papa a dit, oh, j'ai pas je peux pas envoyer, j'ai pas l'argent qu'il faut pour payer des études à ma fille. Il avait plus de grosse famille. Puis on dit, ben, on va s'en occuper. Puis papa dit, si c'est ça, papa voulait pas donner des choses. Il était assez fier aussi. Il dit, si c'est ça, vous pouvez dire au couvent, je leur donnerai une partie de ma récolte à chaque automne. Et c'est ce qu'il faisait. Alors, quand je suis allée là, chaque année, je suis allée de 38 à 43. Chaque année, une religieuse, Notre-Dame du Sacré-Cœur, venait rencontrer chacune des pensionnaires et des externes qui étaient en 11e année pour lui parler de la vocation religieuse. Puis quand c'est venu mon tour, elle me dit, qu'est-ce que vous allez faire après votre graduation? J'ai répondu, je vais faire une sœur. Mais je ne peux pas rentrer tout de suite parce que je dois travailler pour aider ma famille. Puis le lendemain, elle me rappelle, puis elle dit, j'ai pensé à ce que vous m'avez dit hier. Vous savez, on donne pas les restes au bon Dieu. Oh mon Dieu. Alors, je suis entrée l'année même, en 43. Cette phrase vous a beaucoup, beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Puis, en février 1943, c'est là que je suis entrée et on m'a dénommée Sœur Léo Marie. Puis, c'est à l'école normale de Memramcook que j'ai fait mon cours classique. Je pense que c'était ça votre question. Bien, vouliez-vous aller plus loin? Non, c'est un petit peu ce que ensuite, vous je suis allée après le couvent de Bouctouche, je suis allée faire mon cours classique à l'école normale de Memramcook. Puis ce qui a marqué ces études, ce qui m'a marqué pendant ces études-là, c'est
que j'ai découvert vraiment la joie d'apprendre. Ouais. Puis, la sécurité quand on apprenait. Par exemple, en géométrie, quand on disait quelque chose, on pouvait prouver ce qu'on avançait. On avait quaederat demonstrandum, là. J'étais assez excitée de ça. J'allais pouvoir dire, puis on dirait pas que je dis des mensonges. Puis ce plaisir-là a continué à l'École normale de Saint-Joseph, où on nous a fait connaître 4 grands auteurs français, français et anglais, comme May, Racine, Molière, et une pièce de Shakespeare. Alors, c'était pour nous faire aimer la littérature. Ouais, les grands classiques de la littérature française. Ouais. Et anglaise aussi avec Shakespeare, c'est sûr. Et puis... je devrais peut-être préciser qu'à l'École normale, on avait seulement pour apprendre un petit livre de Camille Leroy. Tout ce qu'on avait, un tout petit livre. Des sermons puis des discours. Dans un des cours à l'Université de Moncton, je suivais, Yves Bolduc nous avait fait connaître des auteurs québécois. Là, j'avais été assez étonnée, puis je trouvais ça assez beau, que par la suite, dans tous mes cours, quand je travaillais pour mes cours en vue de la maîtrise, en vue du doctorat, je choisissais tous les cours qu'on donnait sur la littérature canadienne française. Et j'ai fait mes études, mes diplômes sur les études canadiennes françaises. Oui, c'est ça, parce que finalement, dans vos études, vous avez jamais été présenté de littérature acadienne du tout. Il n'y en avait pas ce temps-là. On disait qu'il n'y en avait pas. On pensait, puis on disait qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'il y en aurait une un jour. Et donc, vous êtes allé ensuite, en 1955, vous avez commencé votre bac en philosophie à l'Université Laval. Mais à ce moment-là, vous étiez aussi une enseignante de secondaire et de collégiale à Memram Cook. Et vous étiez religieuse. Donc, vous avez eu vos 3 vies. Vos 3 grandes passions au même moment. Comment est-ce que vous avez fait pour combiner ça? J'ai pu réussir ça sans problème. Parce que dans la communauté où je suis entrée, c'était une communauté d'enseignement qui avait pour but l'enseignement. Alors, elle nous donnait toutes les chances à nous encourager, à nous perfectionner, puis elle nous donnait toutes les chances, si on voulait aller étudier ailleurs, de le faire. Vous êtes allé sur place aussi, à l'Université Laval? Absolument. C'est pour ça que j'ai pu aller à l'Université Laval, puis j'ai pu avoir des certificats puis des diplômes d'ailleurs. C'était vraiment la communauté qui nous encourageait à faire ça. Vous êtes allé en baccalauréat de philosophie. Pourquoi pas en littérature? Je suis allée, j'étais religieuse. Puis je pense que dans les religieuses, ils nous encourageaient à faire de la philosophie, d'avoir des bases sérieuses pour ensuite nos études sacrées, nos études en religion. Il fallait étudier la philosophie si on voulait poursuivre les études en études religieuses, vraiment. D'accord. Ouais. Ça doit être ça qui m'a poussée, là. Ouais. Puis ensuite, c'était des cours d'été, c'était facile à y aller. Oui, c'est ça. Vous avez fait ça pendant vos étés quand vous n'étiez pas enseignante. Absolument. Et un jour, une étudiante vous a dit, vous n'êtes pas une sœur comme les autres. Comment vous avez réagi à cette phrase-là? Elle me l'a dit après que j'ai été 3 ans aller à Baie-Sainte-Anne. Cette fille de Baie-Sainte-Anne qui m'a dit ça. J'étais à l'école consolidée jusqu'à 64 à 67. J'étais administratrice adjointe, puis j'étais responsable de 3 écoles, petites écoles avoisinantes. Puis j'allais à toutes les réunions du conseil d'administration de la région, à toutes les réunions de l'école. J'étais présidente du conseil des étudiants. Puis comme conseil des étudiants, j'avais proposé un projet aux étudiants. C'était d'embellir Baie-Sainte-Anne. Alors, je leur avais demandé, ceux qui voulaient, il fallait qu'ils aillent regarder les maisons, l'extérieur des maisons, comment c'était avant, puis ensuite qu'ils travaillent à l'embellissement, puis qu'ils allaient après. Puis je leur avais promis un petit prix, là. C'était pas gros, $5, mais pour les autres, c'était gros, ce temps-là. Alors, ce projet-là, je peux pas entrer dans tous les détails, mais ça a été une vraie réussite pour les étudiants puis pour le village.
Puis c'est à la fin du projet qu'une étudiante m'a dit, « Vous n'êtes pas une sœur comme les autres. » Ben, je me suis demandé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas de sœur comme les autres. J'ai vu, dans ce temps-là, qu'il y avait des choses à changer dans la communauté pour qu'on s'occupe plus des gens, qu'on sorte de notre couvent puis qu'on aille s'occuper des gens. Mais j'ai pas réussi à faire beaucoup de changements. Puis plutôt que de bouleverser la vie des sœurs, j'ai décidé de sortir de la communauté, de demander mon indule de sécularisation. C'est ça. Et est-ce que ça a été difficile d'obtenir? Pas du tout, pas du tout. Non. J'ai écrit une lettre à ma supérieure générale, lui expliquant les raisons pourquoi je devais sortir. Je lui ai demandé d'envoyer ça à Rome, au Saint-Siège, puis j'ai eu ma réponse tout de suite, sans problème. D'accord. Alors, c'était en 68. En 68, oui, que Je suis sortie. vous êtes sortie de la vie religieuse. Oui, exactement. Et que vous êtes rentrée véritablement dans le monde de la littérature, parce que là, vous avez vraiment commencé votre parcours de chercheur. Oui, absolument. Et vous êtes beaucoup concentré sur le développement de la littérature écrite en Acadie. Pour votre thèse de doctorat, vous avez fait ça à l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce qui a été les constats de ce travail de recherche sur la littérature acadienne? Ben, quand j'étais engagée comme professeur à l'Université de Moncton, puis comme professeur, on devait avoir notre doctorat. Ou sinon, on devait travailler à l'obtenir. Alors, bien sûr, moi, je l'avais pas encore. Alors, j'ai dû faire beaucoup de recherches, beaucoup d'études. Puis, ben, j'ai décidé toujours que j'allais le faire sur les études acadiennes. Alors, j'ai réussi tout ça. Puis, quand je l'ai eu, ben, j'ai publié mes 2 livres. Oui, l'histoire de la littérature acadienne. Celui-là, l'histoire de la littérature acadienne. Parce que ma thèse, c'était le développement de la littérature acadienne en Acadie. On pensait qu'on n'avait pas. Puis quand en faisant mes recherches, j'ai dit, on en a une. Faut dire qu'on a une histoire, qu'on n'ait pas peur de remonter aux origines comme font tous les peuples. Quand ils parlent de leur littérature, ils remontent toujours à l'origine. Alors, c'est ce que j'ai fait, l'histoire de la littérature, de rêve en rêve. Ça veut dire, on y est allé peu à peu. Oui. Ouais. Et il y a vraiment, moi je trouve ça très intéressant ce livre-là parce que on remonte à 1604 à la fondation de l'Acadie. Tout à fait. Et c'est des échanges de lettres, c'est des extraits de journaux, c'est extrêmement exhaustif comme travail. Et vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites depuis toujours sur l'Acadie. Exactement. Comme on l'a vu dans l'anthologie, les textes. C'est ça. Les textes sont rassemblés dans cette anthologie que vous avez écrite aussi avec Gérald Leblanc et Bernard Desmonts. Exactement. Publiée aux éditions d'Acadie, de même que l'histoire de la littérature acadienne. Et ce livre-là, il vous a amené un peu autour du monde. Oui. Vous avez été, d'abord à Sackville, un petit peu moins loin, mais aussi en France, à Paris, à Poitiers aussi, qui est une ville universitaire qui a beaucoup de racines avec l'Acadie. Moi, j'ai fait mes études à l'université de Poitiers, et je sais que l'Acadie est importante dans cette région-là de la France. Et puis aussi aux États-Unis, à New Mexico. Comment est-ce que vous avez vécu cet engouement? Donc, quand vous avez commencé votre travail de chercheur, on disait à cette époque-là que la littérature acadienne n'existait pas. Puis vous publiez un livre qui prouve qu'il y en a une et qu'il y en a une depuis longtemps. Comment est-ce que vous avez vécu cet engouement soudain pour la littérature acadienne? Oui. Ben, d'abord, il faut dire que pendant cette année-là, j'étais en congé sabbatique. Alors, c'était avec bonheur. J'étais libre de répondre à toutes les invitations que j'allais pour parler de la littérature acadienne. Puis je comprenais pourquoi il y avait un engouement. C'est parce que tout le monde croyait qu'il n'y en avait pas. Puis Antonin Maillet, qui était l'auteur reconnu, avait dit « Il est possible qu'un jour nous ayons de littérature. Alors là, je venais de prouver qu'on en avait une et c'était solide. Alors, j'étais très contente de répondre aux invitations qu'on me faisait.
de venir aller comme professeur invité, par exemple, pour donner des cours ou enseigner la littérature. Et le premier qui m'a invité, c'est l'Université Mount Allison de Sackville. Puis on m'a demandé de m'installer à Sackville pour une semaine afin de pouvoir y donner une conférence c'était sur la littérature acadienne d'un printemps à l'autre. Alors ça, c'était très beau, j'étais prête à faire ça. Puis d'être à la disposition, surtout des étudiants qui voulaient venir me poser des questions, consulter sur la littérature acadienne. Alors ça a été mon première grande visite, si tu veux, en dehors, à Sackville. Puis je suis allée en Europe ensuite. Je pense que c'est la première invitation que j'ai faite, c'est pour aller à Créteil, à Paris. Alors ça, c'était en 85. J'ai été demandé comme professeur invité d'aller à Créteil. Puis, j'y ai donné plusieurs conférences. Je suis allée 3 semaines, plusieurs conférences sur l'ensemble de la littérature acadienne, sur les problèmes actuels qui touchaient l'Acadie, sur la poésie de contestation, sur l'étude de plusieurs volumes, dont l'anthologie, l'histoire de la littérature, mais aussi de Zélika à Cochon Vert, de Laurier-Melançon, puis les œuvres de la Sagouine, puis plusieurs autres. Pendant 3 semaines, j'ai beaucoup parlé à Paris de la littérature acadienne. Ensuite, je suis allée en Belgique. En Belgique, j'ai fait une tournée de conférences. Je donnais toujours la main parce que c'était une tournée dans diverses écoles, dans diverses universités. La littérature acadienne d'un printemps à l'autre. Puis j'ai donné des cours pendant une semaine, toujours sur l'Acadie ou la littérature. Bon, après la Belgique, je suis allée à Poitiers. Là, je suis allée à Poitiers, j'ai donné des cours sur la poésie. J'ai donné une conférence sur l'Acadie d'hier et aujourd'hui. Puis j'ai repris cette conférence-là pour toutes les associations de Châtellerault, Loudun et Nantes pendant une semaine. Donc toute la région Poitou-Charentes. Toute la région de Poitou-Charentes. À New Mexico, c'est une autre affaire. On m'avait invité. Quelqu'un avait entendu dire que je parlais, c'était un des professeurs là, que je parlais de l'Acadie, qu'il y avait une nouvelle littérature, etc. Puis alors, je suis allée là pour donner des cours d'été. Pendant 2 semaines, là, j'étais vraiment professeur. Et c'est sûr que c'était dans ces années-là où, Antonine Maillet, c'est sûr, avait beaucoup commencé à faire parler d'elle. La littérature acadienne avait commencé à... Ça donnait un gros coup de main. Ouais, c'est comme il y a eu vraiment un réveil à cette littérature. Non, elle pensait qu'il n'y en avait pas. Antonine Maillet dans ces temps-là. C'est après qu'elle a découvert. Elle a été obligée de dire oui, il y en a une quand j'ai écrit mon histoire de la littérature. Mais c'est quand même tout un parcours que la littérature acadienne a vécu avec vous dans votre travail de chercheur, d'enseignante. Absolument. Et puis avec Bouton d'Or Acadie, que vous fondez en 1996 à la retraite. Oui, c'est ça. C'est un projet de retraite, Bouton d'Or Acadie. Après, j'ai pris ma retraite en 90 et j'ai fait plusieurs projets après. J'avais plus de temps libre. Plus de temps libre. Oui. Alors, quand j'ai fondé Bouton d'Or Acadie, j'étais professeur. J'avais remarqué quand j'étais professeur à l'Université de Moncton que dans plusieurs matières, les Acadiens réussissaient moins bien que les étrangers, que les autres. Puis parfois, ils étaient plus intelligents que ceux qui réussissaient mieux. Alors, je me suis informée au sujet des livres qu'ils avaient lus. J'ai appris qu'ils lisaient très, très peu. Ils avaient lu les livres obligatoires pendant leurs études, c'est tout. Alors, j'ai fondé Bouton d'Or Acadie afin de leur donner le désir de lire. Puis, je voulais donner à nos jeunes Acadiens des livres qui étaient écrits par eux et pour eux. Et comme ça, ils allaient avoir le goût de lire dès leur jeune âge. Alors, ils réussiraient mieux plus tard dans la vie.
eux aussi. Oui, c'est ça, c'est l'importance de se sentir représenté dans sa littérature. Ça fait toute la différence. Oui. De lire des livres sur nous, bien de penser qu'il n'y en a pas. Et donc, cette maison d'édition Bouton d'Or Acadie, qui est une maison de littérature jeunesse, donc parce que pour les jeunes, puis aujourd'hui, en 2020, 24e anniversaire de Bouton d'Or Acadie, vous avez laissé les rênes en 2012 à une autre direction, mais vous êtes quand même resté très longtemps à la tête de Bouton d'Or Acadie. Ah oui. Et qu'est-ce qui ont été vos plus beaux moments dans votre carrière d'éditrice? Peut-être qu'on pourrait dire avant ça que j'ai créé aussi, quand j'étais à la retraite, le projet Petit Pas va loin, famille, enfants, communauté. Oui. C'était très important pour moi parce qu'il y avait toutes les études qu'on faisait dans l'enseignement de 2002, 2004, 2006, 2008. On répétait le désir ou bien la nécessité que l'enfant soit prêt à apprendre quand il arrivera à l'école. Mais c'était une grosse affaire si l'enfant n'était pas prêt à apprendre quand il arrivait à l'école. Alors, j'ai créé le projet Petit Pas va loin, famille, enfants, communauté. Alors, ça comportait des livres, puis ça comportait des cahiers d'activités aussi que l'enfant faisait avec sa famille. Il apprenait les chiffres, les voyelles et les consonnes. Donc, il devait être prêt pour aller à l'école, entrer à l'école. Oui. Oui, sans problème. Toute une série de petits livres avec... Oui, des petits livres et des cahiers d'activités. Oui, c'est ça, que vous avez écrit vous-même, les cahiers d'activités, à partir de livres qui étaient aussi écrits par d'autres. Absolument. Et donc, qui sont encore des outils très, très importants pour les jeunes. Et donc... Je m'en sers pour les activités que je mets dans mon Facebook aujourd'hui, pour les enfants qui sont confinés à la maison. Je demande aux parents d'utiliser ça. Oui, parce que c'est vrai, il faut mentionner, pendant toute cette pandémie, vous avez été assez active sur les réseaux sociaux pour partager plein d'activités avec les parents, plein de choses à faire pour justement aider avec l'enseignement qui était complètement arrêté, les écoles étaient fermées. Et donc, vous êtes allée aussi, en tant qu'éditrice, dans les salons, vous êtes allée beaucoup dans les écoles pour aller vendre des livres, pour aller présenter vos livres. Vous en avez écrit vous-même aussi des albums pour Bouton d'Or Acadie. Toute la littérature jeunesse, j'en ai écrit 13 ou 14 des livres pour les enfants. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez qui a été le plus beau moment de votre carrière d'éditrice? Il y en a beaucoup des beaux moments. Mais je dirais qu'un des plus beaux moments qui me vient à l'idée, là, qui m'est toujours venu à l'idée, se rapporte à la causerie que j'avais donnée au Salon du Livre d'Edmundston sur les albums illustrés que nous avions publiés, etc. Puis je les montrais. Une élève, toute jeune, de 8e année sûrement, me pose la question. Quand une artiste illustre vos livres, est-ce que c'est de l'art pur? Elle avait remarqué quand même de l'art. Alors, je lui avais expliqué que c'était pas de l'art pur puisqu'elle devait illustrer tel livre, telle page, telle image. Mais que quand ça venait de sa tête puis qu'elle n'avait pas illustré, ça, c'était de l'art pur. Fait que c'était du bel art, même si c'était pas pur. C'est une belle question. Oui. Puis un autre souvenir que j'ai aussi, un de mes beaux souvenirs, ça se rapporte à ma tournée en Louisiane. J'avais fait 44 écoles. Puis présenter mes albums écrits pour les enfants de 3 à 5 ans. Puis à la fin de la tournée, on m'a invité à aller à Nouvelle-Orléans parler à des élèves de la 8e année. Ben, j'ai pensé, là, je peux pas leur raconter mes histoires pour les 3 à 5 ans. Alors, ce que j'ai fait, j'ai parlé de la fabrication d'un livre, quand on accepte déjà le manuscrit, puis ensuite, tout ce qu'il faut. Alors, tout, et le prix que ça coûte aussi. Tout ce qu'il faut payer pour le faire illustrer,
pour les droits d'auteur d'abord, de celui, il fallait donner un gros pourcentage aux droits d'auteur du livre, un pourcentage aux libraires qui allaient l'exposer, à ceux qui allaient en faire la publicité, à ceux qui allaient le vendre, etc., alors qu'il restait très peu d'argent à l'éditeur pour avoir fait un livre. Puis il y a une petite fille qui se lève la main puis a dit « Oh, merci madame de continuer à faire des livres pour les enfants. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement beau. Mais sûrement, le plus beau puis le plus touchant, ça me vient, c'est mémorable aussi, c'est quand on est allé à Elsipogtog, pour faire le lancement du premier livre Micmac qu'on avait publié. Puis on avait remis à chacun des élèves un livre, une copie de ce livre-là. Je les vois encore. Ils étaient tellement fiers. C'est le premier livre qu'on leur donnait et ça parlait d'une de leurs légendes. Il y avait une religieuse qui enseignait à Elsipogtog, puis elle leur donnait parfois des papiers, sur papier, une copie de leur légende, mais jamais ils l'avaient eu en livre. C'est le premier petit livre qu'ils avaient. Puis plus tard, j'ai rencontré un jeune à un salon du livre, puis en voyant la collection Micmac, c'était un pêcheur pêchait une baleine, il vient me voir puis il dit « Le plus beau, là, il dit, que vous avez fait, c'est que vous mettiez les 3 textes en français, en anglais puis en Micmac sur la même page. On était 3 peuples égaux. » Oui, absolument. Ça, c'est incroyable comme réponse puis comme constatation. Alors, ça finit les beaux souvenirs. Ouais, c'est ça. C'est des très beaux souvenirs. Puis c'est sûr que la question d'avoir les 3 langues sur la même page, ça nous a été aussi redit par Imelda Purley au Pôle Asumwe, qui est la traductrice en Wolastoqiyik du livre Une journée pony, qui a été publié il y a 2 ans maintenant à Bouton d'Or Acadie et qui a dit de se sentir à la même échelle, de pas être inférieur. Les 3 langues sont là sur la page, on est égaux. Et ça l'avait énormément marqué elle aussi. Oui, c'est ça. Mais évidemment, c'était voulu par moi, c'était presque obligatoire. Je suis contente que ça ait eu ce résultat-là pour les gens qui le voyaient, surtout pour les Micmac, parce qu'on en faisait des livres de 24 pages ou 32 pages, puis alors on pouvait pas mettre de texte sur plusieurs pages. Oui, c'est sûr. C'est juste ça. Mais quand même, le résultat était beau. C'est très beau et c'est une collection qui est vraiment importante. Elle était très innovante, quand même la première maison d'édition à publier des livres trilingues pour enfants, français, anglais et langue autochtone. C'était quand même un sacré pari à prendre et que vous avez bien relevé. Écoutez, je crois que on a fait le tour de nos questions. J'étais vraiment contente de vous parler aujourd'hui, Marguerite. Et moi aussi. Et merci au Salon du Livre de la Péninsule Acadienne pour cette belle invitation. Et puis, bon salon à tous. À bientôt.